Échange d'opinion, la vérité sans maquillage. En direct sur Face Télévision, accessible sur TNT, Star Times et Orao TV. Deux voix engagées vous accompagnent au cœur des grands débats des sociétés. Mbinziando Kintalambi Ndombasi Mardoché, juriste, chercheur, une pensée aiguisée au service de la vérité. Ndombasi Baonda Jorgi, la voix du peuple, l'œil du terrain. Rendez-vous chaque mardi, jeudi et dimanche à 20h précise. Échange d'opinion, les plateaux où les idées s'affrontent, où les vérités se révèlent. Rejoignez les débats, rejoignez la lumière. Échange d'opinion, la vérité sans maquillage. Bonsoir chers téléspectateurs, vous êtes sur Face Télévision et moi c'est Jordi Ndombasi, c'est la présentation de cette émission Échange d'opinion, votre émission, l'émission qui vous informe, l'émission qui vous forme au même moment. Alors sur ces plateaux je ne suis pas seul, je suis accompagné comme vous le savez toujours de Mardoché Tsalambi Ndombasi à qui je dis bonsoir. Bonsoir messieurs Ndombasi et merci à vous qui nous suivez à partir de la maison. Échange d'opinion, un nouveau numéro avec de nouvelles informations, nouvelles perspectives, nouveaux commentaires que nous allons vous soumettre ce soir dans le cadre de vous informer comme d'habitude, messieurs Ndombasi. Merci beaucoup. À la une de l'information aujourd'hui, à Kananga, le président Tshisekedi s'est inquiet de la situation de la route Kalambambouchi. Arrivé le 26 janvier à Kananga, le président Félix Tshisekedi a inspecté les travaux de construction de la route Kananga-Kalambouchi long de 230 km, un axe stratégique reliant les Kassai central à la Moula par les territoires de l'Union. Toujours au Kassai, le président de la République a inauguré ce mardi 26 janvier, ce mardi 28 janvier, le nouveau campus de l'université de Kananga Unica, dont la construction marquait particulièrement dans les Grands Kassai. Le nouveau campus de Kananga doté d'une capacité d'accueil de 3500 étudiants comprend des bâtiments administratifs, des facultés, des laboratoires, des auditoires modernes, conçus pour répondre aux standards du système LND. Alors, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est tenu hier, le 1096e séance axée sur la promotion et le renforcement de l'état du droit dans le cadre des activités de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Intervenant au nom de la RDC, l'ambassadrice Jocelyne Kabengele a appelé les Nations Unies à exécuter toutes les résolutions adoptées dans les réunions des conseils de sécurité. Alors, à Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a lancé hier, le lundi 26 janvier 2026, au stade de Martyrs, une vaste opération mixte de contrôle de conformité. Alors, les mesures annoncées portent notamment sur la vérification des permis de conduite, l'inspection des vignettes et des autorisations des transports, la validation des assurances. Alors, aujourd'hui encore, une drame s'est produite à Niringiri, à l'école Ange Raphaël, où un enfant a été poignardé et l'enfant a perdu la vie. Alors, si c'est pas tout, nous allons essayer de commenter quelques sujets d'information avec Mardoché Tsalambi. Alors, à Kananga, le président de la République a inauguré ce 27 juillet le nouveau campus de l'université de Kananga, dont la construction marque vraiment un nouveau cycle pour cette province.
Bon, effectivement, c'est une avancée énorme lorsque nous observons les chefs de l'État avoir ces soucis de pouvoir amener un changement, surtout dans les cadres d'infrastructures. Sa construction, la construction de ces infrastructures constitue vraiment une avancée énorme. Et là, nous saluons la rigueur et la vigueur du chef de l'État pour avoir permis que ces constructions soient vraiment lancées et faciliter naturellement les déplacements de ces citoyens, Messieurs Ndombassi. Alors, les campus qui est construit à Kananga, il est doté d'un accueil de plus de 3500 étudiants. Alors, quel commentaire? Écoutez, pour que les pays puissent aller très loin, on doit d'abord commencer à traiter les problèmes des fonds. Et ces fonds-là, c'est d'abord débité à partir de la promotion de l'éducation. Aujourd'hui, lorsque l'éducation éternise, nous aurons des citoyens délinquants, nous aurons des citoyens qui viendraient pour vendre les pays, même s'allier avec les diables pour détruire la société congolaise. Et aujourd'hui, lorsqu'on apprend que le président de la République, il déploie ses efforts, il déploie sa force pour pouvoir amener de l'avancée, en tout cas là, surtout plus dans le secteur éducatif, M. Ndombassi. Aujourd'hui, la construction des universités, c'est une très bonne nouvelle. Parce que nos amis qui sont de l'autre côté, au niveau des Kananga, doivent quand même bénéficier de l'instruction. Et moi, j'aimerais quand même aussi rajouter un aspect important quant à ça. On construit un bâtiment attiré, mais aussi choisissez des gens capables pour pouvoir assumer l'éducation et l'instruction. Aucune évolution ne peut se faire sans que la base éducative soit assurée de tous côtés. Vous l'aviez dit lorsque j'ai suivi votre introduction, nous signalons que c'est là qu'on regorge au moins 3500 à la capacité d'avoir 3500 étudiants. Et y compris même des bâtiments administratifs. Là, ce sont des choses à apprécier. Et l'éducation mérite une attention particulière auprès des autorités. Mais c'est le président de la République, coup de chapeau, d'avoir instauré ces systèmes, cette université dans ces coins-là. Mais nous vous demandons, s'il vous plaît, des bonnes lois, prière, mettre des gens capables à enseigner avec abnégation, à enseigner ses étudiants avec âme et conscience. Non pas des gens qui viennent pour commencer à manipuler ou encore à prendre l'éducation ou l'instruction avec légèreté. Merci beaucoup, M. Mardoché Tsalambi. Alors, chers téléspectateurs, nous vous demandons pardon pour cette astuce. Nous avons eu des problèmes au niveau de la technique, surtout au niveau de mon micro. Il n'y avait pas de son. Alors, on disait ceci, nous sommes en train de parler de la situation au niveau du Kasaï, où le président a inauguré le campus de l'université de Kananga. Ce campus qui peut accueillir plus de 3500 étudiants. Alors, M. Mardoché Tsalambi, nous savons que l'université forme des cadres, des grands cadres qui peuvent travailler pour le pays. Alors, M. Mardoché Tsalambi, quelle analyse faites-vous par rapport à ça, par rapport à l'encadrement des cadres de demain? Parce que nous savons les conditions auxquelles à laquelle les étudiants sont en train de travailler, d'étudier dans ces pays. Le problème, M. Ndombassi, le problème qu'il y a avec les Congo actuels, c'est que nous manquons des gens qui ont une probité morale aiguisée. Pourquoi j'ai dit ça? Ceux qui sont appelés à prêcher ou encore à former les cadres et même déjà manifestent une certaine légèreté par rapport à l'apprentissage. Pourquoi? Lorsqu'on voit aujourd'hui les points sexuellement transmissibles dans des universités, est-ce que nos enseignants, ces professeurs qui sont censés nous enseigner, ils viennent avec cet objectif de nous apprendre, de nous encadrer ou encore à chercher d'autres choses? Autre chose, les monnayages des points dans des universités. Ce sont des constats amers que nous faisons au sein de nos institutions, que nous demandons au président de la République ainsi qu'aux autorités à avoir un œil
pointu sur cela et à faire un bon casting aussi, même dans les secteurs éducatifs, en vue de changer les choses. Merci beaucoup, M. Talambi. Alors, par rapport au phénomène que vous venez d'évoquer sur ces plateaux, alors nous avons aussi des conséquences sur les terrains où nous voyons des gens finir l'université, mais n'arrivent pas à travailler, n'arrivent pas à répondre aux besoins au niveau du travail. Naturellement, pourquoi ils ont ces problèmes? Parce que, comme je disais tantôt, lorsque les enfants viennent, ou les élèves, les étudiants viennent à l'école, dans des universités, c'est à nous, les instituteurs, c'est à nous, les professeurs, de les orienter. Les orienter comment? D'ailleurs, dans la suite du temps, je vais évoquer aussi un point très important lorsqu'on parlera du drame qui s'est passé au niveau d'Ngiringiri. Mais restons un peu dans ces cadres ici. Ceux qui sont appelés de nous encadrer, ils ne nous encadrent pas bien. Ils ne nous encadrent pas bien. Au lieu de pouvoir nous montrer les droits chemins, ils nous montrent des raccourcis frauduleux pour nous écarter de la bonne qualité d'instruction. Et c'est déjà un problème. Cet enfant qui vient apprendre et qui trouve un professeur léger dans la salle, qui demande les points, qui demande l'argent en vue de transmettre les points, ce professeur qui lui demande autre chose au lieu de lui enseigner correctement, cet enfant, vous attendez à quoi? Qu'est-ce qu'il va déboucher lui? Si ce n'est que la médiocrité, si ce n'est que la légèreté, si ce n'est que l'incompétence. C'est ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Alors comment faire face à ces systèmes? Comment déboulonner les systèmes qui rongent notre éducation nationale? La seule chose. Et surtout, nous les savons, ça ne commence pas seulement à l'université. Même au niveau des humanités, de l'école primaire, il y a la corruption. Nous pouvons encore enregistrer des cas de corruption qui se passent dans nos écoles et dans nos universités. Ici, j'en parle de manière globalistique. Je parle de l'éducation, je touche tous ces niveaux-là. Même au niveau des maternelles. Au niveau des maternelles, il y a des cas de corruption. Non, mais vous l'affirmez quand même. Monsieur Ndombassi, je suis un praticien, je sais de quoi je parle. D'ailleurs, d'après vous, c'est quoi la corruption? Vous pensez que la corruption, on trouve que les monnayages? Non, ça va au-delà de ça. Lorsque un parent qui amène son enfant au niveau des maternelles et qui commence à choyer l'institutrice qu'il va trouver là-bas, n'est-ce pas? C'est une forme de corruption. Non, mais c'est Talambi, donc vous demandez à ce que... La corruption commence aujourd'hui dès la racine. Mais c'est Talambi, attendez d'abord. Donc vous demandez à ce que les parents qui viennent à l'école, lorsque les parents donnent aux enseignants de l'argent, les enseignants ne l'acceptent pas. Aujourd'hui, si j'arrivais à créer mon école, je vais vraiment suivre ces points-là de près. Pourquoi? Parce que ça fera une affinité entre l'instituteur, l'institutrice avec l'enfant. Et même si l'enfant arrive à déraper, on n'aura pas la capacité de lui retourner sur la bonne voie. Nous sommes des praticiens et je parle de choses que nous vivons dans ces secteurs-là. Donc la première, ou la thérapie à prendre de manière générale, c'est de procéder d'abord à former ces cadres-là. Ces enseignants, ces enseignantes doivent passer par un encadrement sérieux. Après l'encadrement, on doit aussi jauger leur instinct civique. Est-ce que ces gens ont une probité morale? La moralité. Exactement. Est-ce que ces gens en ont? Et s'ils n'en ont pas, nous allons les écarter. On doit trouver des gens consciencieux, des gens responsables avec un souci de changer la jeunesse congolaise. C'est ça ce que nous devons faire en amont, afin de sauver l'éducation de nos enfants. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est l'avenir de demain du temps. Mais c'est Talambi, nous ne devons pas nous aventurer avec l'éducation de nos jeunes gens. Mais c'est Talambi. Alors, chers téléspectateurs, vous le savez très bien, nous sommes sur ces plateaux, échange d'opinions, nous venons ici vous informer, vous former au même moment. Mais c'est Talambi, nous allons passer à notre sujet. Alors, le gouverneur de la ville de Kinshasa a déployé plus de 3000 agents sur les terrains pour le contrôle des documents, M. Talambi. Alors, il y a quand même pas mal de chauffeurs et de camions qui ne sont pas en ordre avec les documents. Et pour avoir aussi des documents, ça coûte trop cher. Et même, il y a même des gens qui nous disent qu'il faut aller même jusqu'à $500, $600. Et ça perturbe vraiment la circulation des paisibles citoyens. Je suis estomaqué quand je vois les choses aller de manière discourtoise. Nous devions rester scientifiques, réalistes. Nous ne sommes pas contre lorsque l'État va déployer, n'est-ce pas, plus de 3000
3000 agents. Ne nous appelez pas, nous sommes en direct. 3000 agents sur terrain pour suppléer les inspecteurs des transports. Est-ce mal? Non. Parce que l'État a compris que ces inspecteurs-là font un travail difficile, ça c'est des 1, des 2. Parmi eux, il y a de ceux qui ne se comportent pas bien. Et puis l'effectif, était minuscule, insignifiant. L'État a déployé pour créer une dynamique dans ces secteurs-là. C'est très bien l'État. Mais la question à se poser. Aujourd'hui, l'État a multiplié des taxes. Il faut payer ceci. Il faut payer carte jaune, volet jaune, je ne sais pas moi quoi. Il faut payer tout ça. Et tous ces montants-là varient entre probablement $600. C'est exorbitant quand même. Mais c'est très exorbitant. L'État existe pour nous payer, ou plutôt pour nous piller, ou encore pour nous aider à bien vivre. $600 aujourd'hui. Et non seulement ça, il y a quand même des gens qui ont payé, mais ils ont des difficultés pour avoir les documents. Voilà, j'allais arriver. Oui, voilà. La délivrance de ces documents-là. Excusez-moi encore de suivre ma petite logique ici, messieurs Ndombassi. Oui. Vous déployez ces gens, vous faites les suivis sur terrain, vous contrôlez certainement aujourd'hui avec un appui fort de la police. Ça, c'est très bien. Maintenant, la question. Cet individu qui a payé plus de $600 pour obtenir toutes ces pièces-là, il va rouler où? Dans quelle route? Les routes sont impraticables, M. Salam. Vous l'affirmez sur ce plateau que les routes sont impraticables. Est-ce que vous saviez que récemment, avant d'arriver sur notre plateau, vous savez là où nous avions garé les choses. Et là, c'est ça un problème. On est en train de construire la route vers 24 novembre, Bandal, vers la prison centrale de Makala. Monsieur Ndombassi, c'est très bien de faire tout ça, d'innover. Ça va faire en sorte que les trésors publics puissent être florissants. Ça, c'est très bien. Mais d'abord, sur quelle route? Sur quelle route? Sur quelle route tout d'abord? Nous allons circuler où? J'ai payé $600, je circule difficilement. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. C'est impratique. Mais comment de telles choses comme ça, nous allons... Ça, c'est pour... ça vient énerver la société. Ça vient énerver les citoyens. Ça vient déranger la quiétude des citoyens. Déjà, mais c'est nous le savons très bien. Il n'y a pas assez de transports de la ville province de Kinshasa. Suite au Transco, il y a les dysfonctionnements du Transco, il y a les dysfonctionnements du Transkin. Il n'y a plus de transports, mais c'est des transports de l'État. Plus de Transco, plus de Transkin. Je ne sais pas. L'État n'a plus de bis. La société Transco, inexistant. D'ailleurs, vous me rappelez, je me pose la question, c'était quand les derniers jours où moi j'ai vu circuler Transco? Les Transco, aujourd'hui on les voit plus. C'était quand les derniers jours, messieurs Ndombassi? Surtout à Funa, on les voit. On a vu encore un autre vent, des bis comme ça, comme un esprit de vie venir, mais je ne sais pas quels sont les derniers jours où nous avions pu, je l'ai vu circuler de mes propres yeux. C'est déjà ça un problème. Et parlons maintenant par rapport à la délivrance de ces pièces-là. Vous allez à la division urbaine des transports, vous payez, mais au lieu, je ne sais pas, ils disent d'avoir, une fois je suis allé là-bas, ils disent que non, les documents étatiques ne se délivrent pas du jour au lendemain. Il faudra au moins la patience. Et on va vous délivrer une pièce qu'on appelle attestant que vous auriez payé cette pièce-là. Mais lorsque vous descendez avec cette pièce au terrain, leurs inspecteurs viennent pour vous contredire. Vous leur montrez les pièces. Voilà, j'ai déjà payé, moi j'attends les documents de chez vous. Et ils observent, ils disent que non, en tout cas nous on veut que les documents. Contradiction. Moi je pense que ces policiers qui sont venus les aider doivent aussi, tant soit peu, réguler les choses. Avoir au moins l'éthique. Hein, oui, mais c'est ça, l'éthique. Moi j'ai toujours dit, ces inspecteurs de transport là, vous les confondez au Koulouna. Regardez d'abord leur apparence. Messieurs Gérard, le divisionnaire urbain des transports, je pense que vous êtes un messieurs impeccable, vous êtes un messieurs rigoureux. En tout cas, continuez à réguler un peu de ces côtés-là. Ils viennent comme des Koulouna, sales. Et leur manière d'intercepter les gens, ce n'est pas comparé, ce n'est pas différent plutôt à ceux qui tuent nos frères là-bas dans l'Est de la RDC. Alors nous pensions que
si nous partons, nous observons, nous regardons comment est-ce que les autres pays, les pays du tiers-monde, plutôt nos confrères là de l'autre côté fassent. Hein. Et vous verrez un inspecteur bien qualifié, propre, avec une bonne posture, vous approchant avec un mot courtois, n'est-ce pas, vous demandant les documents et puis il vous laisse passer. Mais chez nous, même si nous arrivions à donner, je l'ai vécu, même si nous arrivions à donner, il faut quand même ils prennent, parfois même ils déchirent. Et vous conduisent à une petite... Déchirer le document de Et ça, c'est un problème sérieux. J'insiste. Là encore, c'est le manque d'éthique. J'insiste, l'actuel divisionnaire urbain des transports qui nous suit en ces moments, Monsieur Gérard, je pense que vous devez suivre premièrement d'abord leur apparence, parce que l'apparence compte. Lorsqu'il y a des étrangers ici voir venir tous ces policiers là, ces inspecteurs, lorsqu'ils viennent là, ils sont étouffés. Je m'en souviens une fois, j'ai circulé avec un étranger, je vous dis, il était estomaqué, c'est comme s'il voulait s'enterrer. Il disait, qu'est-ce que ce genre? Ce sont nos inspecteurs. C'était une honte pour moi de lui répondre. Leur manière de se comporter, ça fait quand même honte. Ils n'ont pas d'éthique, ils n'ont pas de manière et ce n'est pas normal. Mais c'est ça là, nous allons passer au drame qui s'est passé à Ngiringiri, à l'école, au collège Ange Raphaël, où un enfant a perdu la vie. Mais c'est ça là. Ah, mais c'est Ndombasi. Où un enfant a perdu la vie. Aujourd'hui, il a perdu la vie où? À l'école. Aujourd'hui, M. Ndombasi, j'ai été choqué. Oui. I was being shocked. J'ai été choqué lorsque j'ai observé ces faits qui s'est passé à l'école Ange Raphaël, oui. Vers Ngiringiri. Ngiringiri, sur 24. Le problème, celui... les garçons Jason qui était un enfant de 15 ans. À son âme. Nous vous rappelons un enfant de 15 ans qui a perdu la vie à l'école, dans une affaire, quand même une affaire qu'une personne ne peut pas perdre la vie. Mais c'est à l'âme. Mais Monsieur Ndombasi, ce sont des choses que nous disions et que nous continuerons toujours à dire avec courage dans ces plateaux. L'enfant va mourir, décédé en pleine école. Et lorsque nous sommes allés enquêter, puisque nous étions descendus jusqu'à sur terrain pour savoir les informations précises, on nous dira qu'il y a eu conflit entre les deux enfants. Un conflit. Quel conflit? Je pense que ce serait un conflit intellectuel. C'est une relation amoureuse. Ah voilà. Une relation amoureuse. Je pense que nous, à l'époque, quand nous étudions, on avait de l'émulation. C'est-à-dire, lorsque tu vois un ami essayer de te dépasser sur le plan scientifique, nous courions pour les dépasser. C'était comme ça, c'était notre combat. Aujourd'hui, nos enfants à l'école, ils viennent avec un autre objectif. Non pas pour l'objectif d'apprendre, ils viennent avec l'objectif de s'aimer entre eux, de pouvoir même s'aimer avec les enseignants. Donc les garçons courent derrière les filles et les filles courent derrière les enseignants. Mais c'est à la... Voilà, les enfants courent. Les garçons courent derrière les filles et les filles courent derrière les enseignants. C'est un problème gravissime. Un problème grave. Et aujourd'hui, un jeune gens de 15 ans d'âge qui perdra la vie parce que ce sont des conflits amoureux. Ça, ce n'est pas une bonne chose, M. Ndombasi. Qu'est-ce que nous devrions faire? Parce que la grande question à se poser, l'effet est posé. Nous, les journalistes, on doit quand même chercher à donner une thérapie. Moi, je donne toujours des thérapies. La thérapie est simple. Ou je pourrais même dire une thérapie ambivalente. Ça va dans deux sens. La première thérapie, c'est que nous devrions renforcer l'éducation civique et morale. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on arrive à renforcer l'éducation civique et morale, nous enseignons aux enfants à développer les aptitudes correctes dans notre société. Cela veut dire quoi? À l'éducation civique et morale, on va apprendre à l'enfant que tu es encore un enfant, il te faut se concentrer aux études. À l'éducation civique et morale, on va apprendre à l'enfant les différents comportements à éviter
lorsque nous sommes dans une institution scolaire. Mais Salambi, excusez-moi un peu. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que nos enfants ont un problème psychologique? Parce qu'il y a aussi des drames au niveau même de la France, où un enfant poignardait l'enseignante. Ce n'est pas seulement ici. Est-ce que nos enfants n'ont pas aussi un problème de problème psychologique? On va y arriver. Ou soit il faut introduire les cours de la psychologie dans toutes les options, dans tous les niveaux. Que les enfants comprennent au moins la maîtrise de soi. Mais c'est la psychologie, elle est très importante. Nous sommes d'abord au niveau secondaire, tout ça. C'est très bien, à part que vous soyez dans une option complètement pédagogique. Là, quand même, il y a les cours de psychologie qui se donnent, où on étudie les comportements des enfants. Lorsque nous étudions la psychologie, c'est nous, les enseignants, qui parvenons à apprendre à l'enfant qu'à tel âge, voilà les types de comportements, voilà les profils. Vous comprenez ça? C'est à nous, les institutions. Au niveau des enfants, l'enseignement doit être pratique. Au niveau des enfants, la seule chose à renforcer actuellement, c'est d'abord leur vie civique. C'est d'abord leur vie civique. Parce qu'aujourd'hui, on voit la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, on voit les jeunes filles aller dans certaines écoles avec des jupettes et s'asseyent sur les premiers sièges pour envoûter les enseignants. Et les enseignants, manquant les probités morales, peuvent aussi descendre tout bas pour suivre ces jeunes enfants. Non, mais c'est là, mais vous pensez, s'il vous plaît, vous ne pensez pas que c'est pas seulement le problème des enseignants, c'est aussi le problème au niveau des écoles. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des écoles qui composent la ville, province de Kinshasa ou en RDC, ce sont des écoles privées. Et ces écoles privées-là sont nourries par les parents, dépendent essentiellement des élèves. Donc, les écoles privées cèdent facilement aux caprices des enfants, mais c'est ça là. Voilà, ça c'est une maladie chronique, c'est une maladie que nous devons traiter pas un seul jour. Les écoles privées aujourd'hui, c'est elles qui facilitent les bêtises. Hein. Quand même, il y a quand même des écoles privées exceptionnelles qui quand même sortent de la mêlée. Par exemple, là où nous passions, où nous faisions autre chose, où nous observions, on voit quand même qu'il y a de l'avancée ou encore on a les soucis de mieux faire. L'école ne tombe pas vraiment sur les caprices des enfants. L'école ne peut pas tomber sur les caprices de l'enfant. L'enfant est venu à l'école pour être éduqué et instruit. L'éducation du mot latin éducare qui veut dire ramener quelqu'un sur la bonne direction. Lorsque les enfants viennent, nous devons les ramener sur la bonne direction. La bonne direction, c'est leur apprendre que l'école n'est pas un lieu d'aventure ou un conglomérat juvénile où les gens peuvent se rencontrer pour faire les bêtises. Non. Mais c'est ça là. Mais maintenant, pour éviter ce genre de drames, donc même les enseignants, les directeurs de discipline, toutes les autorités de l'école doivent être prudents. Mais pendant les heures de récréation, vous devez être prudents, très regardants. Lorsque vous voyez un acte se poser, directement vous devez être au lieu. Dans ces écoles où se produisent souvent ces drames, vous verrez qu'il y a un directeur de discipline qui croise les bras pendant les récréations. Il se met à piller d'abord les enfants. Il vit comme un patron dans son bureau avec les ventres bédonnants. Alors que son boulot, c'est de descendre sur le terrain et superviser le contrôle des enfants. C'est ça les problèmes. Mais c'est là, pardon s'il vous plaît. Sur ce, je salue quand même les Dédé Tsumbu, les grands Dédé Tsumbu qui nous soutiennent. Bonsoir, messieurs. Les grands messieurs au niveau des Sélémbos. Messieurs Dédé Tsumbu, nous vous saluons. Nous avons réussi des messages. Et puis j'ai salué encore un Dédé Matouzé, lui, un garçon vraiment compétent qui essaye de sortir de la mêlée. Parce qu'à chaque fois quand je le vois, il est toujours en gestation. Il surveille ses enfants. Et ça, c'est très bien. Et les enfants déjà se disent que même pendant la récréation, on ne doit rien faire. Parce que Dédé pourrait nous surprendre d'un moment à l'autre. Voilà. Dans d'autres écoles, on ne parle pas de Dédé, on parle des surveillants des disciplines. N'est-ce pas? Ces surveillants des disciplines-là doivent suivre les mouvements des enfants. Et d'ailleurs, de surcroît, les chefs, rentrons un peu dans des salles de classe. Lorsqu'un enseignant dans la salle de classe, c'est lui le chef de la salle de classe. Il doit superviser ou encore contrôler les enfants. Et tous ces cas de poignardement, des poignards qui se passent dans des écoles, c'est un problème qui se passe dans des salles de classe où l'enseignant est là, mais passif, qui ne fait rien, et les drames se produisent. On voit même des écoles où les vidéos sexy se prennent dans des écoles et balancées partout. C'est un problème sérieux. C'était même dans une école ici à Lingwala.
Oui, il y a une école comme ça. Quand même, nous réservons de citer les noms. Oui, donc ces gens, ce que l'État encore doit faire, après avoir renforcé les côtés civiques, l'éducation civique, l'État doit aussi, en fait, même les écoles privées, doivent un peu renforcer les secteurs de la discipline. Renforcer comment? En utilisant peut-être des surveillants, en leur donnant une autre étiquette, n'est-ce pas? Afin qu'ils ne soient pas seulement des gardiens des portails ou des gardiens d'entrée, qu'ils soient aussi une équipe de direction variée. Là, vous verrez que dans une école où on a des DD, on peut avoir 4, 5 superviseurs ou 5 accompagnateurs de cette équipe-là. Et ça va renforcer les secteurs des disciplines dans des écoles. Merci beaucoup, M. Mars de chez Talambi. Alors, chers téléspectateurs, comprenez que c'est l'ambiance qui règne sur ce plateau. Alors, nous sommes ici pour vous former, pour vous informer. Et alors, ce drame qui s'est passé à Ngiringiri, ça nous inquiète qu'un enfant de 15 ans perde la vie juste pour une affaire inutile. Quand même, M. Talambi, nous allons passer à un autre sujet, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est passé le 26 janvier. Le 1996e séance axée sur la promotion et le renforcement de l'État des droits dans le cadre des activités de maintien de la paix. Comme la RDC aussi a haussé la voix pour crier haut et fort que le Rwanda et l'FCM 23 ne respectent pas quand même les résolutions des Nations Unies prises. Parce que ça fait déjà une année déjà, aujourd'hui, ça fait déjà une année depuis que l'FCM 23 a pris la ville de Goma. M. Salam. Il y a un principe du droit qui dit pacte à sunt servanda, qui veut dire tout simplement les deux parties contractantes doivent naturellement respecter les accords. Vous comprenez ça? Oui, mais c'est un ambi. Aujourd'hui, les États-Unis, tous ces... Messieurs, moi je pense que lorsque quelqu'un ne vous respecte pas, il faut le quitter. D'ailleurs, M. Talambi, les États-Unis se félicitent d'avoir réuni les deux pays, la RDC et le Rwanda, au Conseil de sécurité. Les féliciter. Et même se félicitent d'abord. Mais c'est ce qu'on appelle des baudriches dégonflés. Là, on veut maquiller ici. Échange d'opinion, nous sommes en train... Notre devise, c'est la vérité sans maquillage. Ne nous volons pas la face. J'ai voulu vous répondre comme un sage. À la table où vous n'êtes pas servi, il faut quitter. Les gens qui vous donnent l'impression d'être pour vous ou de vous soutenir, d'être l'église au milieu du village, mais qui, après que vous ayez tourné les dos, ils font autre chose, démasquez-les. Donc, M. Talambi Sircé, vous disiez que les États-Unis ne sont pas impartials. Est-ce que tout ce qui se passe au niveau de l'Est, oui, les États-Unis ne voient pas? Ils voient quand même, parce que l'accord a été signé à Washington. Est-ce que les États-Unis est incapable, ou encore tous ces États-là, sont incapables de pouvoir apporter et s'imposer qu'il y ait un changement? On a même vu ce qui s'est passé au niveau de Venezuela avec le président Maduro. On a vu aussi ce qui s'est passé au niveau de l'Ukraine, ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Donc, ils ont le pouvoir de mobilisation. L'Ukraine reçoit quand même pas mal de l'aide. Plus de 2 milliards, plus de 3 milliards. Mais ce n'est pas le même cas pour la RDC. La guerre qui se trouve dans l'Est de la RDC ne trouvera que des solutions lorsque nous-mêmes, les peuples congolais, nous allons nous asseoir et c'est décider sur notre sort. Donc c'est décidé. Nous sommes un pays souverain. Mais c'est décidé sur notre sort. Comment ça va se faire? Qu'on s'assoit sur la même table. Avec qui? Tous les Congolais, parce que... Ah oui, oui. Là vous avez bien nuancé, M. Ndombas. La chute de Goma n'a pas seulement été prise d'une ville stratégique. Non. Elle a révélé tout simplement la profondeur de la crise congolaise. Est-ce que je me fais comprendre? La crise congolaise, expliquez-nous, entrer un peu en profondeur. Je vais entrer en profondeur. Et cette crise congolaise, c'est une crise de souveraineté. Primo, de souveraineté. De bonne gouvernance sécuritaire. Tertio, et de crédibilité de l'État. Nous allons essayer un peu de descendre pour se faire comprendre. Un an après aujourd'hui, nous ne devions pas rire. Ce matin, je me suis réveillé avec larmes aux yeux.
Ce matin, je me suis réveillé avec une colère révolutionnaire. Même aujourd'hui, mais Ou révolutionnaire. Même aujourd'hui, M. Martin Fayulu quand même a réagi sur cette affaire depuis une année. Il a dit et ça touche notre souveraineté. M. Martin Fayulu, l'opposant. Des conflits armés restent au cœur de la politique congolaise, dictant l'agenda diplomatique, même électoral de notre pays. Je vous cite 5 raisons probables, même 2 ou 3, je peux même citer 5. 5 raisons phares de la rupture de Chite de Goma. Vous, les politiciens, des hommes honorables qui nous suivez à partir de la maison, vous devriez noter. Et ensemble, nous allons réfléchir. Oui, mais c'est Salam, rapidement quand même. Nous devrions réfléchir. Allez, rapidement, oui. 5 raisons phares de la rupture de Chite de Goma. Et lorsque je vais citer ces 5 raisons, chacun d'entre nous va se remettre en question et on aura maintenant la clarté sur tous les aspects. Parlons un peu de la première raison que je baptise. Il s'agit de l'effondrement de la chaîne sécuritaire. L'effondrement de la chaîne sécuritaire. Oui, mais c'est à la... Pourquoi j'ai dit ça? Oui. Et comment ça se décline? Oui, monsieur. Par la faible coordination entre les FRDC. Il n'y a pas de coordination. Il y a des coordinations, mais cette coordination, elle est faible. D'ailleurs, mais nous avons vu, c'était les généraux qui ont été les premières personnes à fuir sur les champs. Les généraux fuient et les simples militaires, qu'est-ce qu'ils vont faire aller-retour et aussi prendre comme la fuite. Mais c'est ça la même. Faible coordination des FRDC. Ceux qui étaient avaient la responsabilité d'orienter cette chose, se sont repliés, se sont reculés, se sont estreints, se sont effacés, se sont abrogés. La coordination. D'ailleurs, lorsqu'un chef est amorphe, rien ne va. Pas de commandement, les militaires ne savent pas comment est-ce qu'ils vont procéder, mais qu'est-ce qu'ils vont faire quand même. Lorsque je parle, des simples militaires, je parle du côté amorphe. Les pauvres militaires. Lorsque je parle du côté amorphe de l'État, en fait, de la coordination, de notre appareil, je ne nie pas, je dis bien, je nuance, je ne nie pas leurs aptitudes. Ils en ont, mais il y a un problème dans la coordination. Il y a un problème dans la coordination des services de renseignement. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous rappelle, M. Talambi, il y a le procès général Philémon Yav à la cour militaire, où le général Philémon Yav est accusé pas mal quand même de beaucoup de choses, de coopérer avec l'ennemi. M. Talambi. Il y a quand même de l'infiltration dans notre armée. Non seulement une faible coordination à la FRDC, non seulement une faible coordination au service de renseignement, mais aussi à des forces alliées. Nos alliés. Oh non, nous avons un pays avec lequel on doit s'allier, ils nous soutiendront. On ne suit pas, on néglige et on veut se faire aider par une main de l'extérieur. Et c'est ça la crise de Goma. Donc déjà pour y parvenir à relever la panche, pour parvenir à relever notre situation, il faudrait tenir compte de ces 3 aspects-là. Alors que parmi ces pays-là, nous savons que des pays comme l'Ouganda, c'est presque la même chose que le Rwanda. Même les Kenyans, ce sont des pays qui parlent anglais, en même temps ils parlent les Swahili, malgré que dans notre partie est de notre pays, on parlait essentiellement les Swahili. Mais ce sont des pays qui sont tellement liés de manière, même sur le plan culturel, mais c'est ça là. Oui. Nous parlons d'abord de la RDC, notre cher beau pays. Il y a ce qu'on appelle, ce qui s'est passé, la démoralisation. La démoralisation des troupes. Pourquoi j'ai dit démoralisation des troupes? Ceux qui devraient motiver les militaires à mieux faire ne le font pas. Comme le faisait Mamadou Ndala en si peu de temps, il a pu résoudre tous ces problèmes. Autre chose encore. Qu'est-ce qui a créé la chute de Goma? Non seulement la démoralisation des troupes, mais aussi ces troupes
ont été mal équipés. Quand je parle de l'équipement, vous comprenez de quoi il s'agit? Voilà. Les matériels, les armes. Mal équipés. Mais d'ailleurs, mais c'est ça la Et de surcroît, mal payés, souvent même infiltrés. Vous comprenez ça? Mal infiltré. Donc on est infiltré, on paye mal et on est mal équipé. Donc la dépendance excessive aux forces étrangères et régionales procède au détriment d'une doctrine nationale claire. Non, mais c'est ça, mais nous avons vu à l'entrée de l'AFC M23, nos militaires abandonner les armes, abandonner tout. Mais tout ça, ils vont abandonner les armes parce qu'ils se sentent aussi en danger. Ils ne sont pas outillés. Vous ne leur avez pas donné ce qu'il était nécessaire pour combattre. Ils vont se battre comment? Ils vont combattre comment? Donc nous devons vraiment tenir compte de ces choses-là. Je pense que ce sont des piliers, des choses fondamentales que nous devions prendre avec considération et actuellement maintenant d'appliquer, de faire une forte applicabilité de ces choses et ça pourra changer la donne. Goma est tombé dans un contexte de rivalité régionale non résolue où le sol congolais sert de théâtre des intérêts extérieurs, sécurité, ressources, tout cela. Donc, c'est que nous devons... Il y a beaucoup de matières à donner par rapport à, à Goma. Peut-être l'État nous fait donc, une guerre purement stratégique, une guerre économique, donc politico-économique. Il y a tant tous de ces pays que vous citez là, auxquels vous recourez de l'aide, voilà. Auxquels vous recourez de l'aide, même les Kenyans, ils en ont le pouvoir de les faire, mais ils ne les feront pas. Même les Kenyans, parce qu'ils savent qu'ils tirent leurs propres intérêts. Voilà. Donc ce conflit est régional, mais aussi plus c'est basé sur les intérêts. Même les États-Unis, nous avons vu Donald Trump, à la jeunesse de la signature de l'accord, dire que les Congolais ne veulent pas des Chinois, et même ils viennent nous appeler que les Américains doivent venir exploiter leurs minéraux. Mais c'est à la... je vous donne une dernière thérapie pour guérir effectivement notre armée et que nous commencions aussi à faire peur à ceux qui pensent que nous sommes faibles. L'État doit reconstruire, je dis bien reconstruire l'État par l'armée. J'ai aimé l'idéologie du Félix Tshisekedi, notre actuel président de la République, lorsqu'il était entré au pouvoir, avec toutes les promesses qu'il nous a faites. La seule chose que j'avais trouvée encore de plus grandiose, de positive, lorsque les chefs de l'État s'est permis à prendre d'abord soin des militaires. Donc, mais M. Salambi, vous le savez très bien que le Rwanda procède plus par les renseignements. Vous êtes du domaine. L'espionnage, les contre-espionnages. Surtout, ils passent plus sur l'espionnage. Mais comment contre-espionner, c'est là. Et tout ce qu'ils font là. M. Salambi. Parce que les Rwandais sont forts en espionnage, dans les renseignements. J'ai toujours dit, vous l'avez si bien dit ici sur ce plateau, on ne va pas y revenir. La seule chose, c'est que l'État doit faire pour reconstruire l'armée, c'est de procéder d'abord, de parvenir à moraliser nos militaires. À parvenir à moraliser nos militaires. Et à procéder à une réforme réelle de FRDC. Commandement, renseignement et logistique. Commandement, oui. Renseignement, oui. Mais aussi logistique. Est-ce que nous les avions? D'ailleurs, récemment, le ministre de l'économie, il venait de dire qu'on devrait mobiliser 1 milliard pour l'armée. Mais c'est est-ce que nous serons en mesure de mobiliser 1 milliard pour l'armée? L'armée, c'est bon. Et puis, M. Ndomba, si je vais revenir tantôt à votre dernière préoccupation, mais ce qu'on doit encore tenir compte, c'est que l'État doit faire, c'est de procéder aux campagnes. Je répète encore, aux campagnes. Campagne dénommée tolérance zéro contre les infiltrations et la corruption militaire. Ce qui nous fragilise, c'est lorsque ceux dont nous pensons qu'ils sont pour nous, ils sont contre nous, ils viennent nous observer et ils détectent notre faiblesse, ils vendent les secrets. Mais c'est moi personnellement, je vois mal qu'un simple général ait autant de maisons dans la ville-province de Kinshasa, vivre dans les luxes. Mais où il trouve cet argent, mais c'est où il trouve cet argent? Alors la grande question, c'est remettre toutes ces préoccupations aux agents de renseignement qui nous suivent. Aiguisez encore vos investigations. Aiguisons-les. On sert pour
on est sur place pour servir et non pas pour se servir lorsque nous sommes militaires. J'abandonne ma famille, j'abandonne mes affaires, je me concentre, me focalise à la chose publique. Donc, et je tiens à tout prix de pouvoir faire quoi? Sauvegarder cet intérêt. Donc, merci beaucoup, M. Salambi. Nous avons épuisé notre temps d'antenne. M. Salambi, rapidement, nous allons passer quand même. On a quand même plusieurs personnes qui sont en train de nous soutenir. Je ne sais pas si vous pouvez adresser vos remerciements. Je n'adresse aucun remerciement aujourd'hui parce que je suis dans un état de crise. Nous sommes dans la méditation, M. Ndombassi. Depuis le matin, je n'ai pas mangé. Je l'ai fait expressement. Je vais dormir ventre creux parce que j'ai les soucis de voir mon pays aller très loin. Pendant moi, une année qui un an après, la vraie question n'est pas... La vraie question, ce n'est pas... Des villes stratégiques quand même. La vraie question n'est pas posée. Qui a pris Goma? Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, ce n'est pas qui a pris Goma. La vraie question, mais qui a intérêt à ce que Goma tombe encore? Là, c'est les derniers mots. Merci beaucoup. Donc, on vient de nous ajouter quand même 5 minutes, mais c'est Salambi. Donc nous pouvons continuer l'émission. Merci beaucoup Dire Pro. Merci beaucoup, M. Dire Pro. M. Dire Pro, M. Fabrice. M. Salambi, nous continuons toujours avec ces dossiers. Ces dossiers de l'Est, ça fait déjà plus d'une année que la ville de Bukavu et la ville de Goma est occupée. Mais l'État perd quand même beaucoup, parce qu'ils sont des villes stratégiques. Combien l'État perd? Il faut... Mais M. Ndombassi, vous allez me poser la question. J'ai vu des gens, même certains politiciens m'ont cherché la semaine précédente pour me dire cher ami, je vous rappelle encore ici, très bien. Moi, je suis un vrai panafricaniste. Moi, je suis un vrai Congolais. Les Congolais ensemble, nous sommes un peuple fort. Unissons-nous. Abandonnez vos petits intérêts. Abandonnez vos petits intérêts pour rejoindre ceux qui se retrouvent au niveau de l'Est, coaliser avec les diables pour pouvoir vendre les pays. Ce sont des choses qui énervent. Nous devons nous lever. On doit s'aimer. Le problème du Congo, c'est que la morale doit remettre en place. On doit s'aimer, s'associer pour faire avancer les choses. Mais nous avons aussi la responsabilité de l'Union africaine. Que fait l'Union africaine? L'Union africaine n'arrive même pas à s'imposer. J'ai été avec le président de la jeunesse de l'Union africaine. Et d'ailleurs, il nous a promis qu'il passera sur ces plateaux. Et je vous dis, l'échange d'opinion vous accueille des bonnes lois. Et nous allons débattre sur table. Vous devez avoir des éléments convaincants parce qu'on va traiter des questions purement stratégiques. Parce que, M. Salambi, nous ne savons même pas comment est-ce que cette Union africaine fonctionne. On voit comment est-ce que l'Union européenne fonctionne. L'Union européenne a des moyens, mais notre organisation, l'OIA, il n'y a rien. Il n'arrive pas à s'imposer. Il y a des crises presque partout en Afrique. Au niveau du Nigeria, au Sahara, au niveau du Soudan, à la RDC. Il y a quand même des pertes de vies humaines, M. Salambi. On a quand même l'Union africaine. Mais qu'est-ce que ces gens-là font? On n'a même pas notre propre monnaie. Alors que là, l'Europe, ils ont leur monnaie. La première chose, c'est de se questionner sur des questions de fond. Quels sont les rôles de l'Union africaine? Quels sont les rôles? Est-ce qu'ils sont là juste pour se gaver des bonnes nourritures? Ils sont là juste pour nous amener avec des théories d'une envolée oratoire très attirée? D'ailleurs, M. Salambi, j'étais surpris dernièrement avec un ami de voir dans la conférence de presse d'avant-match de la CAN, de voir les drapeaux de l'Union africaine derrière les joueurs, derrière l'entraîneur. Et je me suis dit, mais est-ce que ce genre de choses, ça peut se passer aussi en Europe? Ou dans un match d'Euro, voir quand même les drapeaux de l'Union africaine, est-ce que ça peut s'y passer? Je me réserve de tout commentaire extrême ou excessif parce que le président de la jeunesse de l'Union africaine nous a dit qu'il passerait sur ces plateaux et nous allons lui poser toutes ces questions. Ce n'est pas à moi de vous répondre. Nous, dans nos analyses, c'est que lorsqu'on observe, on sent quand même une légèreté ou de l'ambiance.
à ces conglomérats-là. Hein. Donc, nous devions attendre les gens adaptés. Et nous vous attendons, messieurs les présidents, sur notre plateau et nous allons répondre éventuellement à toutes ces préoccupations. Donc, bon, merci beaucoup, M. Talam, mais vous n'avez pas de remerciements. Je n'ai pas de remerciements, je suis en colère, je suis affamé, je pleure pour mon pays, du matin au soir, jusqu'à ce que le Congo puisse imprimer son décor plus haut. Et cela se passera qu'avec nous-mêmes, pas avec les étrangers. Alors quant à moi, j'ai dit merci beaucoup au monsieur le DG Fred Abala. Merci beaucoup, monsieur le DG. Merci pour tout. Merci pour la confiance. J'ai dit merci au DGA. J'ai dit aussi merci au DIPRO Fabrice. J'ai dit merci à Chim Swatou, depuis la France. J'ai dit merci beaucoup à mon père Papin Dombassi. J'ai dit merci à Gradine Dombe qui était quand même à la régie. Mais c'est Gradine Dombe, merci beaucoup. Merci pour tout. J'ai dit merci à Enik Mbelani, notre collaborateur qui est toujours là derrière nous. Merci beaucoup, M. Mbelani. J'ai dit merci à tout le monde. À nous revoir le jeudi. Au prochain numéro. Au revoir. Au revoir. L'actualité s'emballe quand les vérités se perdent dans les bruits. Une seule émission ose éclairer l'opinion. Et échange d'opinion, la vérité sans maquillage. En direct sur Face Télévision, accessible sur TNT, Star Times